Le gentil organisateur, enfin, je vais essayer d'être gentil, promis, pour les quelques minutes de présentation de ces journées et de lancement officiel des convergences touristiques ici à la Grande Motte. Alors, je vais commencer par me présenter, même si c'est écrit là. Je suis Vincent Garel, président du comité régional du tourisme et des loisirs. Et avant de vous dire quelques mots de bienvenue, je cède la parole avec grand plaisir à monsieur le maire de la Grande Motte, collègue du conseil régional, Stéphane Rossignol. Merci, monsieur le président, cher Vincent, mesdames, messieurs. Moi, je suis particulièrement ravi de vous souhaiter la bienvenue cette année encore, pour la deuxième année consécutive à la Grande Motte, dans cet amphithéâtre du Palais des Congrès Jean Balladur, qui porte donc le nom de notre architecte en chef, celui qui a créé de toutes pièces cette ville. Je voudrais d'abord remercier Vincent Garel, toute l'équipe du CRTL et la région Occitanie qui ont encore cette année choisi notre ville. Et je suis ravi avec notre directeur de station, Jérôme Arnaud, et toute son équipe, de vous accueillir pour ces convergences touristiques. Moi, je voudrais adresser à Vincent Garel, à Jean Pinard, toute leur équipe, mes félicitations pour le travail qui est accompli. J'en parle d'autant plus que nous n'appartenons pas à la même formation politique. Je suis dans l'opposition et bien sûr Vincent dans la majorité, mais je peux témoigner que s'il y a bien un sujet sur lequel nous savons nous retrouver et nous travaillons dans le sens de l'intérêt général, parce que cette région en vaut vraiment la peine et que nous avons certainement, on va le dire, la plus belle région de France, qui en tout cas accueille chaque année des millions de touristes. Et après la saison que nous venons de vivre, l'avant-saison qui a été extraordinaire, et je crois que parler sous le contrôle de vous tous, moi je témoigne qu'en tout cas nous avons avec le CRTL un travail très efficace qui aboutit aujourd'hui à ce travail, à ces journées de convergence touristique et surtout aux signatures des contrats de destination. Et ça, c'est un travail remarquable dont je voudrais te féliciter avec les équipes du CRTL, parce que ce travail aboutit aujourd'hui à ce que, eh bien, en tout cas en ce qui concerne le contrat que je signerai tout à l'heure, contrat destination littorale, c'est l'union de tous les offices du tourisme, coordonnés par Jérôme Arnaud, qui aboutit à ce qu'avec l'aéroport de Montpellier, avec le département, avec toutes les infrastructures qui ont apporté leur contribution, nous sommes arrivés à sortir ce document. Alors, bravo à toutes et à tous, et puis excellent séjour et excellents travaux ici à la Grande Motte, et rendez-vous, je crois, encore à l'année prochaine. Bien, merci beaucoup Stéphane, monsieur le maire. C'est avec grand plaisir que nous revenons, puisque je vous rappelle que c'est la deuxième édition sous cette forme des convergences touristiques. L'année dernière, nous attendions 350 personnes, nous en avons reçu un peu plus de 500. Et j'ai cru comprendre que ce rendez-vous devenait un rendez-vous important pour nous, mais pour vous aussi, puisque cette année, nous étions 700 inscrits jeudi soir. Je parle sous le contrôle de ma direction générale, qui ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. Et à la sortie, on se retrouve 916 inscrits. Et je ne parle pas de ceux qui sont venus sans s'inscrire. Ne vous dénoncez pas, mais il y en a quelques-uns. Donc tout ça pour vous dire que ça nous encourage à continuer à mener ce travail de partenariat avec vous, avec l'ensemble de la filière économique du tourisme en Occitanie, parce que vous répondez présents aux rendez-vous que nous vous proposons. Ces rendez-vous, ce sont d'abord des rendez-vous de travail. Depuis lundi, des échanges entre les offices du tourisme, des éductours, des conférences. Aujourd'hui, le point d'orgue avec la signature des contrats de destination, tu le disais à l'instant, mais aussi avec la venue de Madame la directrice générale d'Atout France, qui nous fait l'honneur d'être là, qui va nous présenter les lignes directrices de l'action d'Atout France pour les années qui viennent. Et ensuite, dans la foulée, nous signerons ensemble les 8 contrats de destination. Nous sommes la région de France qui a le plus de contrats de destination. C'est dire si sur ce territoire, au-delà du potentiel évident, bien sûr que nous sommes la plus belle région de France, ça va de soi. Si je veux être taquin avec Stéphane, je veux dire que c'est aussi la région qui vote le mieux. Non, c'est pas ça. Mais plus sérieusement, ces 8 contrats de destination, ces 8 partenariats
complet avec les filières, avec les offices, avec les ADT de chaque département concerné. Je ne vous dis pas que ça s'est fait dans la dentelle. Il a fallu parfois reprendre quelques accros, parce que quand on travaille, quand on a tous nos habitudes, il faut s'adapter, il faut savoir écouter l'autre et que chacun fasse un pas pour la réussite du projet. Et si aujourd'hui nous arrivons à la signature, c'est que chacun a su faire le pas nécessaire pour arriver à conclure ces contrats. Et ça, je veux en remercier l'ensemble des partenaires qui seront tout à l'heure avec nous pour signer ces contrats. Je veux bien sûr en profiter. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai une émotion très forte parce qu'elle est moins forte que celle de l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'est ici dans cette salle que j'ai été réélu président du CRT, que le conseil d'administration m'a renouvelé sa confiance. Donc, l'émotion était un peu plus forte l'année dernière, mais je suis quand même extrêmement heureux de me retrouver au milieu de vous pour ce travail. Je salue l'arrivée de ma collègue vice-présidente de la région, Muriel Abadi, avec qui nous partagerons une table ronde en début d'après-midi et qui nous tracera quelques lignes directrices du futur schéma régional de tourisme durable et des loisirs, c'est ça? Et du thermalisme. Je te laissais ça pour la fin. Voilà. Donc on aura un travail intéressant en début d'après-midi sur ce sujet. Moi je veux vraiment vous remercier encore pour votre présence nombreuse, pour la qualité des échanges que nous avons, pour la qualité du travail. Je veux saluer ceux qui sont dans la salle d'à côté, parce que du fait de la présence nombreuse de personnes aux convergences, nous avons été obligés de mettre une caméra pour que le petit auditorium puisse également être à l'écoute de nos débats. Alors c'est un peu moins pratique, mais c'est la preuve que ce rendez-vous est particulièrement apprécié par tous ceux qui y participent. Voilà, je ne vais pas être plus long, c'est juste vraiment pour vous remercier, pour vous souhaiter la bienvenue ici à la Grande Motte. Remercier encore Monsieur le maire et ses équipes du Palais des Congrès pour le professionnalisme et leur accueil. Et on a un engagement avec la Grande Motte sur 3 ans pour l'organisation de ces manifestations. Bon, on l'a fait sur 3 ans parce qu'on a un peu négocié les prix aussi. Hein, on va pas, bon, parce qu'on est un peu gestionnaire. On est un peu gestionnaire quand même, hein, au milieu de tout ça. Hein, bon, voilà. Mais en tout cas, si nous revenons ici, c'est qu'on est extrêmement bien accueillis. Je vais transmettre le bâton de parole, oui. Je crois que c'est Dominique Tillet. Alors oui, mais on a un gentil... Alors en fait, je ne suis pas payé pour faire le gentil animateur, hein, donc je vais laisser la parole tout de suite en vous remerciant tous et en vous souhaitant de très bonnes convergences touristiques et rendez-vous au cours des divers ateliers de ces 2 journées qui arrivent. Merci. Merci beaucoup. Bien, ben merci à tous d'être là. On va donc démarrer avec la séance plénière d'ouverture avec Dominique Tillet qui va nous parler de chiffres. Alors, d'abord, Jean-Pierre, mais alors on a une petite, comment dirais-je, un partenariat. Alors, avant que tu t'installes, je voulais régler ça parce que sinon ils ne vont pas comprendre. Dans l'amitié franco-espagnole, on a besoin de vous parce qu'on a... des Espagnols qui sont présents et qui ne parlent pas tous français facilement ou qui ne le comprennent pas facilement. On a besoin de traducteurs amicaux. Donc je vais demander aux Espagnols de lever la main. Alors, est-ce qu'ils sont là les Espagnols? Ah, ils sont dans l'autre salle. Bon. Donc ils se débrouillent dans l'autre salle pour se faire traduire parce qu'on a des difficultés en termes de Wi-Fi. Donc si vous pouviez aussi... ne pas être connecté au Wi-Fi, ça permettrait de faire fonctionner le système de traduction qui passe sur le Wi-Fi. Voilà, donc j'espère que nos amis espagnols pourront comprendre l'intégralité de nos débats. Jean, je te passe la parole pour un petit mot d'introduction et ensuite on y va. Alors bonjour, juste cette info, puisque vous l'avez peut-être vu, puisque on en a fait un peu la pub, et puis l'organisateur en fait la pub aussi. La semaine prochaine, l'Occitanie accueille à Nîmes le World of Travel, et cette information qu'on nous a demandé de passer pour les professionnels d'Occitanie, le tarif a été ramené de 600 € à 90 € pour les socioprofessionnels et tous les acteurs du tourisme d'Occitanie, pour ceux qui veulent venir en présentiel, donc le 27 et le 28 à Nîmes, et puis pour ceux qui veulent suivre
le World of Travel en ligne, ben c'est gratuit, puisque je ne sais pas par contre quel était le tarif d'origine, donc c'est gratuit. L'autre message que je veux faire passer, c'est vous dire que le programme est très dense et très chargé, donc il est très minuté. On a déjà pris un quart d'heure dans la vue, le temps que tout le monde s'installe. Donc moi je vous demande vraiment de respecter les horaires. Et puis la troisième information que je voulais vous donner, c'est que dans les 916 personnes qui se sont inscrites, il y a environ 200 étudiants, principalement de Master 2 d'université qui sont venus. Et l'idée, c'est que ils vous croisent, ils vous côtoient. On a dit en plaisantant, en donnant cette image, voilà, l'idée c'est qu'ils chopent un maximum de 0,6. Et puis les 6 chiffres qui suivent derrière, quand même, ça serait mieux. Donc voilà, c'est des jeunes qui vont chercher des stages, qui peuvent chercher pour certains de l'emploi, et qui, j'espère, vont vous aborder pour parler avec vous. Donc voilà, jouer le jeu de l'accueil de ces étudiants. Et puis, bah, si vous avez une carte de visite avec un 06 dessus, ou pas d'ailleurs, mais peu importe, hein, partagez, ou 07, ouais, je vieillis, mais partagez voilà, ces cartes, c'est important pour nous qu'un maximum de public se croise, et en particulier le public des étudiants qui est invité pour ces convergences. Un petit... Et puis Jean-Baptiste, qui est patron de la rue Espace, a raison de me rappeler que vous avez trouvé, je pense, dans le petit sac qu'on vous a donné, un numéro spécial d'Espace qui met en avant 22 étudiants qui ont réalisé un stage en Occitanie, en tout cas qui sont rattachés à une des universités d'Occitanie. Donc ce sont des Master 2. La sélection a été réalisée par les enseignants, et l'idée, c'est que chaque année, on mette en avant ces travaux de recherche à travers les stages qui sont réalisés en Occitanie, et que ce numéro d'Espace aide les étudiants à trouver du travail. En tout cas, on l'a constaté l'an dernier, ça a plutôt bien marché. Et puis surtout, mettre en avant le travail qui est réalisé, mais mettre en avant aussi les formations qui sont dispensées ici en Occitanie. Il y a beaucoup de formations en tourisme, et c'est important pour une région comme la nôtre, à la fois de former, mais surtout de garder les jeunes qui ont été formés ici en Occitanie, dans les différentes écoles ou universités d'Occitanie. Donc merci Jean-Baptiste pour ce partenariat, puisque c'est avec la revue Espace qu'on le fait. Et puis voilà, diffusez ce magazine, et puis surtout lisez-le, parce que c'est fait pour ça. Merci beaucoup. Allez, on va démarrer avec Dominique Tillet, donc, qui est responsable de tous les chiffres, hein, c'est ça? L'information, la statistique, qui va vous abreuver de chiffres, mais il va aussi vous parler de dissection d'animaux, d'insectes. Ça va être assez sympa. On essaye de tenir les délais, comme l'a dit Jean, mais on essaye aussi de faire quelque chose d'interactif. Donc moi, je me balade dans les travées avec des micros. Si vous me faites un petit signe, je vous passe le micro. On peut interrompre la présentation. On essaye de faire quelque chose d'assez vivant, et voilà, de vous aider à participer du mieux possible. Dominique, c'est à toi. Merci beaucoup. Compliqué de commencer avec les chiffres. Justement, Jean-Baptiste a dit, je vais vous abreuver de chiffres. On va essayer de ne pas être dans cette approche-là, mais de se poser la question, puisque c'est le thème des convergences, de la manière dont on aborde tous ces changements qui s'imposent au monde du tourisme. On va parler beaucoup de transformation de l'économie touristique. Donc, on va essayer de faire parler ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils nous disent et comment on va être en mesure collectivement, tous ensemble, d'élargir notre vision, et c'est indispensable. Alors pour commencer, je dois excuser mon camarade du jour, qui est Lionel Douaneau de l'INSEE Occitanie, qui n'a pas pu venir. Je ne m'étends pas sur les conditions difficiles d'accessibilité sur les sites, donc il s'excuse, mais il n'a pas pu être là. Je m'efforcerai de présenter ces slides à sa place. Voilà. Le contexte, il est important, quand on va parler de chiffres, de se positionner, de se rappeler tous ensemble dans quel contexte on est. Le but n'est pas de lire tous les éléments, mais vous avez sans doute vu les données de l'ADEME qui démontrent que 11% de l'émission de gaz à effet de serre est due au déplacement touristique en France. C'est pas neutre, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. On entend parler de surtourisme, on entend parler de ces émissions de gaz à effet de serre, d'atteinte à l'environnement. Et vous avez tous entendu parler de tourisme bashing. En ce moment, la mode, quand on parle de tourisme, c'est d'en mettre en avant les aspects négatifs. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On se bouche les oreilles comme si ça n'existait pas? Est-ce qu'on se flagelle jusqu'à la fin des temps, qui devrait pas trop tarder, ne vous inquiétez pas? Non, il y a peut-être une troisième voie. Je vais essayer d'être très positif aujourd'hui. Hein.
Ouais, je commence par un... Alors j'ai choisi un ours blanc pas trop maigre, j'ai plusieurs modèles, mais celui-là est encore... Mais il a un petit bout de glaçon sous lui. Bon, non, pour dire qu'on peut pas ignorer ce qui se passe, donc on est bien obligé, et c'est indispensable de réagir face à cette question de l'urgence climatique. Et réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de déconstruire les modèles. On parle de modèles de l'économie touristique, il y a beaucoup de modèles qui sont toxiques. Alors je ne veux pas de politique générale, je ne veux pas trop généraliser les choses, mais ces modèles-là, c'est les modèles qui sont basés sur la surexploitation, sur la prédation, sur la domination. Donc ça touche, à mon avis, beaucoup de secteurs de la société, que ce soit économique, environnemental, sociétal même. Chacun y trouvera ses échos et ses références. Le tourisme n'y échappe pas. Surexploitation de l'environnement, exploitation aussi sociale qui arrive dans certains lieux. Donc comment on fait par rapport à ça? Tout en se donnant, parce qu'on est là pour ça aussi, se donnant le droit de penser un avenir pour le tourisme. On est dans une ville qui a pensé le tourisme, donc c'est intéressant que ça se passe ici. Mais on est en droit de se penser un avenir parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas très envie d'être dans un monde qui est totalement renfermé sur lui-même, où on n'a plus de possibilités d'échange avec nos petits copains des pays d'à côté, des régions d'à côté, sous contrôle. On a tous vécu ça avec difficulté pendant la crise Covid. Ou un monde où le voyage, c'est très beau le voyage, hein, ça a une bonne presse, c'est beaucoup mieux que le tourisme le voyage. Mais le voyage, il est réservé à qui? Est-ce qu'il est réservé à des élites? Est-ce qu'il est réservé à des gens qui sont éduqués, qui ne vont pas abîmer l'environnement? Mais il faut se poser toutes ces questions-là. Et puis surtout, le tourisme, c'est aussi un moyen de subsistance. Je fais une petite parenthèse. Hier, on avait une table ronde sur la gestion des flux et on a eu des témoignages de nos collègues justement de la Barbade ou de Colombie. Les problématiques auxquelles ils sont confrontés sont autrement plus interpellantes que celles auxquelles on est confrontés, nous, sans essayer de faire de hiérarchie. Mais des territoires sans commerce, sans service, sans vie, est-ce que c'est intéressant pour nous? On pense qu'il y a peut-être un fil ténu qui nous permettra d'amener une vision objective. C'est ça la finalité des travaux qu'on mène, d'avoir une vision objective de l'activité. Ne pas se boucher les oreilles, c'est-à-dire mettre sur ce fil les externalités négatives, ne pas les ignorer, essayer de les comprendre, essayer de les mesurer, et puis aussi de mettre en face les impacts positifs, parce qu'il y en a, le côté social, le côté économique aussi sur certains territoires. Donc face à tout cette question d'équilibre, d'urgence, de qualité, de maîtrise, d'acceptation, tous ces concepts auxquels on est confronté, on pense pouvoir trouver une voie en équilibre. C'est pas facile, ce sera pas facile, entre tout ce qui est négatif et ce qui est positif. En tout cas, on ne peut pas l'ignorer. Donc ça veut dire qu'il faut agir, ça veut dire qu'il faut avoir une approche systémique de l'économie touristique, c'est-à-dire que l'économie touristique, c'est les entreprises touristiques, les touristes, mais aussi les habitants, mais aussi les commerces. Donc comment on met tout ça sur le fil et qu'on essaie d'avancer de manière à maîtriser l'action collective, essayer d'accompagner mieux l'action individuelle. Tous les professionnels qui sont là, présents dans la salle, vous êtes tous confrontés à ça aussi. Il y a un changement de modèle, il y a des choses qui se passent. Comment on fait? Est-ce que le CRT et les OGD, puisqu'on appelle ça comme ça, les organismes de gestion de destination, ont un rôle à jouer pour accompagner cette transition? On le croit. Et bien sûr, vu l'urgence de la situation, il faut aussi prioriser tout ce qui nous permettra de baisser les externalités négatives, donc agir sur les mobilités, etc., etc. Je vais vite parce que le timing est dur. Mais vous voulez des chiffres? Vous allez avoir des chiffres. Donc rappelez quand même, puis on essaiera de les faire parler, de creuser un petit peu ça, mais rappelez que le tourisme en Occitanie, c'est des lits touristiques, mais pas que. Et surtout se rappeler que ces lits touristiques, il y en a une partie qui sont effectivement dans le secteur marchand. Il y a des hôtels, il y a des campings, il y a des locations. Et puis il y en a une grande partie aussi, beaucoup plus, qui sont dans le secteur dit non marchand, dans les résidences secondaires, dans les résidences principales. Chacun d'entre vous, quand on interroge, on a fait une enquête auprès des habitants il y a 2 ans maintenant, chacun d'entre vous accueille de la famille, des amis, dans sa résidence principale, et ça fait des nuitées touristiques aussi. Donc, vous voyez que sur les 6 millions de lits qu'on peut estimer à l'échelle de l'Occitanie, il y en a 5 millions qui sont dans le secteur non marchand. Ça ne veut pas dire que l'économie est à ce niveau de proportion-là.
Et on voit aussi, j'ai mis une carte parce que c'est toujours très intéressant de voir les choses sur une carte. Moi, j'adore faire la météo. Donc, sur la partie sud de l'Occitanie, on voit qu'il y a une concentration. C'est pas des lits touristiques, c'est pas un nombre de lits touristiques, c'est un nombre de lits touristiques par rapport aux habitants. Ça donne une idée de la pression touristique sur un territoire. Intéressant de voir justement où se situent les zones les plus rouges, c'est-à-dire là où il y a de la concentration de lits touristiques par rapport aux habitants. Sur justement cette question d'hébergement, on ne peut pas en rester à des chiffres globaux, 6 millions de lits, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe dans les territoires? On sait qu'on est dans une région qui est un pays, donc une région dans laquelle il y a de la montagne, il y a du littoral, il y a de la campagne, il y a des villes. Donc essayons de voir, rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler tous ces chiffres-là, vous les aurez dans les présentations, mais essayons de voir et essayons de nous doter des instruments qui nous permettent de voir quelles sont les différences entre deux territoires. J'en prends en exemple. Le littoral et la campagne, on voit que on est sur des grands pourvoyeurs de lits touristiques, 1,7 million de lits dans le littoral, 2,1 million de lits sur la campagne, mais sur le littoral, on est à 21% de lits marchands, dans le secteur marchand, alors que sur la campagne, on est à 12%. Voilà, ça va nous donner des idées et nous permettre d'analyser de manière beaucoup plus précise. Un petit mot sur le locatif en plateforme, dont tout le monde a entendu parler, en bien, en pas bien. En tout cas, il faut être conscient que ce locatif en plateforme représente, lui aussi, tout seul, 1 million de lits. Donc c'est l'équivalent de tout ce qu'on a en secteur marchand, de tout ce qu'on connaissait et qui est apparu en quelques années seulement. Quand on regarde les courbes, c'est assez impressionnant. On voit que la courbe de l'hôtellerie ne change pas, la courbe de l'hôtellerie de plein air ne change pas, en disant, par contre, il y a quelque chose qui part de zéro et qui arrive à 1 million, qui est le nombre de lits qu'on avait déjà identifié en termes de secteur marchand. Ce n'est pas neutre. Donc, voir ce qui se passe. Après, dans les métropoles, on y reviendra. Voilà, par exemple, une manière d'analyser la situation, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une ligne logique entre une superficie, une population, un nombre de lits, un nombre de nuitées, une performance économique? Là aussi, si on s'amuse à détailler dans une matrice le fait que le Massif central représente 2% de la population, 6% des lits touristiques, marchands et non marchands, 4% des nuitées, intéressant, un ratio de lit, 28,3 nuitées par lit. Ça nous donne un élément de comparaison et de consommation aussi par rapport aux dépenses. On va voir justement apparaître des choses qu'on n'avait pas forcément imaginé trouver en faisant cette matrice-là. On s'aperçoit évidemment que le littoral, c'est 7% de la population, 29% des lits touristiques et 23% des nuitées. Mais on peut approcher de manière plus précise le poids de la campagne, 38% de la population, 35% des lits, 29% des nuitées et 28% de la consommation. On voit que voilà, il y a une performance particulière qu'on va retrouver aussi bien sûr dans le secteur urbain, puisqu'il y a des concentrations de consommation, de possibilités de consommation. Donc on va voir que l'urbain hors métropole, c'est tout le réseau des petites villes qui émaillent notre belle région d'Occitanie, la plus belle du monde. On a dit de France, moi je pense qu'on peut quand même... Je ne sais pas s'il y a la traduction pour nos amis qui ne sont pas espagnols mais qui viennent du Costa Rica, de Colombie. Ils ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais je pense que l'Occitanie est la plus belle région du monde. Donc on va voir qu'il y a des choses qui se passent sur l'urbain hors métropole. 11% des lits touristiques, 20% des nuitées, 23% de la consommation. Voilà, donc là encore, ce serait un petit peu compliqué de détailler ces chiffres-là. Vous les retrouverez, moi je serai à votre disposition pour en parler. Mais c'est toujours intéressant de se doter des outils qui nous permettent de sortir des chiffres globaux. Allez voir ce qui se passe derrière. Une autre manière d'aborder la situation, c'est de parler saisonnalité. Toujours dans une logique d'espace de consommation. Comment sont concentrés comment est concentrée la fréquentation touristique? Où sont les lits? À quel moment sont les nuitées touristiques? Sans surprise, on va voir qu'en juillet et août, on a forcément une concentration, que ce soit sur la campagne, le littoral ou les Pyrénées, mais ça nous éclaire aussi sur la chance qu'on a en Occitanie d'avoir une offre tellement diverse qu'il y a une répartition finalement naturelle des nuitées touristiques, excepté bien sûr quelques concentrations temporelles et spatiales. Je vais vite, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà, aussi s'intéresser à l'évolution. Alors, c'est toujours édifiant
de regarder. On a notre année de référence. Vous aussi, l'année d'avant Covid, l'année 2019, on a des chiffres, on peut s'y référer. Pourquoi c'est notre année de référence? Parce qu'on n'a pas mieux. En fait, est-ce que 2019 était une année de référence? C'est pas si facile que ça de répondre à cette question, mais en tout cas, c'est notre année de référence, je me répète. Donc 2019, 208 millions de nuitées, super, 16 milliards d'euros de dépenses touristiques à l'échelle de la région, 73 millions de nuitées touristiques étrangères. 2020, j'ai mis un trou noir, hein, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé pour l'économie touristique et pour l'économie en général. 2021, on repart à la hausse, 185 millions de nuitées touristiques pour l'année, c'est moins que 2019, mais c'est quand même quelque chose à noter, puis surtout de voir comment on a bénéficié de l'apport de clientèle française, des clientèles extra-régionales, des clientèles qui partaient, qui avaient l'habitude de partir à l'étranger ou de partir dans d'autres destinations et qui ont découvert ou redécouvert notre merveilleuse région, dont je ne dirais pas que c'est la plus belle du monde, mais quand même. Alors voilà. Donc, et puis 2022, on a quelques chiffres là aujourd'hui, hein, que vous retrouverez aussi dans le programme d'action. Donc je ne vais pas détailler, mais des chiffres 2021, une saison estivale exceptionnelle. 2022 est sur les mêmes bases. Saison exceptionnelle en termes de nuitées. Et on verra qu'il faut se poser la question de savoir si derrière ces nuitées touristiques, il y a quand même quelque chose de plus fin à démontrer. Pour finir sur 2022, voilà les courbes qu'on adore montrer, c'est-à-dire en rouge, vous avez la courbe de 2022. Vous voyez qu'elle domine, qu'elle dépasse en termes de nuitées, que ce soit pour la clientèle française ou la clientèle étrangère, elle dépasse les valeurs références de 2019. Donc c'est ce qui nous permet de penser que 2022, dans son ensemble, sera une année exceptionnelle, à ceci près qu'on a encore des incertitudes sur la fin de l'année. Ce qui arrive aujourd'hui sur la crise énergétique va forcément peser sur les vacances de Toussaint, sur cette fin d'année, sur les vacances de Noël aussi. Donc on est dans un climat qui est toujours incertain. Là, je cède la parole à Lionel Douaneau de l'INSEE, mais qui n'a pas pu être là, donc je vais essayer de parler en son nom. Je fais partie de la direction régionale de l'INSEE Occitanie, qui est un partenaire important du CRT et du tourisme en général. Alors, on aime bien taper sur nos collègues de l'INSEE parce que les chiffres arrivent trop tard, parce que ceci, parce que cela, mais ça reste quand même une référence en termes de méthodologie, et puis c'est ce qui nous donne des visions historiques solides de l'activité touristique, même si cette activité touristique qui est proposée, cette vision de l'activité touristique qui est proposée par l'INSEE, c'est beaucoup sur le secteur marchand. Mais en tout cas, l'INSEE travaille de plus en plus en réactivité à la situation, et on vous a donné juste un exemple de la note de conjoncture régionale qui est sortie il y a une dizaine de jours, même pas, et où l'INSEE dit que l'économie régionale bénéficie notamment des effets de rattrapage dans les secteurs liés au tourisme. L'excellente année 2022 du tourisme a contribué au rebond de l'économie générale d'Occitanie. Donc c'est important de le préciser. Donc vous pourrez trouver ces éléments-là sur le site de l'INSEE. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'INSEE Occitanie et puis au niveau national, on s'est intéressé à un sujet qui est compliqué à aborder, c'est le sujet de l'emploi touristique. C'est quoi un emploi touristique? Je répète toujours le même discours, mais est-ce que c'est un emploi dans un hôtel, un camping? Ouais, ça c'est assez facile. Est-ce que c'est un emploi dans un restaurant? Bah oui, parce que y a de la clientèle touristique, mais pas que. Est-ce que l'employé de la boulangerie, il faudrait que je trouve un autre exemple, mais de la boulangerie de Rocamadour au 15 août, est-ce que c'est un emploi touristique? Bah oui, dans la mesure où c'est un emploi qui n'existerait pas s'il n'y avait pas de fréquentation touristique. Donc, il n'y a pas de boîte définie avec marqué emploi touristique dedans dans laquelle on pourrait fouiller et vous dire exactement le nombre. Donc, il faut qu'on travaille sur des méthodologies qui nous permettent de répondre à cette question. C'est quoi un emploi touristique? C'est ce qui a été fait avec l'INSEE. Justement, ça a été fait avec la direction régionale Occitanie. Et ça nous permet d'amener ces chiffres. Donc on a mesuré qu'en Occitanie, 125 000 emplois en moyenne, c'est des moyennes, hein, puisqu'il y a une forte saisonnalité de l'emploi touristique, bien sûr. Donc 125 000 emplois en moyenne sur l'année, c'est sur des chiffres de 2021.
dont 99 000 emplois salariés. Donc voilà, c'est des choses qui nous permettent de bien poser la situation. Ça veut dire, quand je parle de saisonnalité, 82 000 emplois en janvier, 181 000 en août. Donc après, je vais pas pouvoir vous donner dans l'intégralité ces chiffres, puisqu'ils ne sont pas encore sortis officiellement, c'est un petit avant-goût. 7% de l'emploi marchand en Occitanie, c'est pas neutre. Alors, en cadeau, une petite carte de France où on voit comment sont répartis les emplois touristiques avec la même méthode dans les différentes régions. On voit que certaines régions, comme bien sûr l'Île-de-France ou PACA, sont très importantes, avec la grosseur du trait violet, c'est le coefficient de saisonnalité quelque part qui est très important en PACA, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, on voit les régions les plus dotées en termes d'emplois touristiques de France. Voilà, c'est intéressant. Et ça c'est en avant-première. On peut le regarder aussi par département. Donc comme mon collègue de l'INSEE m'a pris un peu au débeauté, j'ai pas analysé complètement ça, mais c'est intéressant de voir que les emplois touristiques sont concentrés dans l'espace urbain et sur le littoral, ce qu'on voyait tout à l'heure, davantage occupés par des femmes. J'évoquais le côté social, des jeunes, des emplois moins pérennes, peu qualifiés. Ben là, on rentre dans le contexte un peu social du tourisme. Donc quand on parle de tourisme durable, il y a de l'économie, il y a de l'environnement, mais il y a aussi du social. Et c'est des questions qu'il faut se poser face à la crise, de la grande démission, la difficulté, le secteur en tension qu'est le tourisme pour recruter. Vous l'avez sans doute vécu chacun dans vos différentes situations. Voilà, il faut se poser la question de cette approche sociale du tourisme. Donc, par département, on ne va pas être très surpris de voir que sur la façade littorale, il y a une concentration, notamment un pourcentage d'emplois touristiques par rapport à l'emploi marchand global, et aussi dans les Hautes-Pyrénées. L'INSEE ne s'intéresse pas que à l'emploi, mais fait beaucoup de choses. Donc, vous connaissez tous les enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs, les fameuses enquêtes hôtels, camping, autres hébergements collectifs, mais s'intéresse de près aux résidences secondaires, travaille sur les comptes satellites du tourisme, et on espère avoir une version mise à jour des comptes satellites du tourisme, parce que les 16 milliards de consommation touristique que j'évoquais avec vous tout à l'heure, c'est un chiffre qui commence à dater, et on aimerait bien que l'INSEE et ses collègues et leurs collègues travaillent sur ce sujet-là. Le suivi de la demande touristique, qui s'intéresse à travers un panel qui est étudié depuis des années déjà à la clientèle française, avec des données économiques, de comportement qui sont très intéressantes aussi. Les transactions par carte bancaire, ça vous intéresse tous, parce que là, on touche de plus près à l'économie. Et l'INSEE travaille aussi sur bien sûr, ce que j'évoquais tout à l'heure, les hébergements proposés par des particuliers via les plateformes. Le mot d'ordre, le mantra, c'est mesurer pour comprendre la place et le rôle du tourisme dans l'économie régionale. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, encore une fois, quand on travaille avec l'INSEE, c'est que ce n'est pas uniquement un focus touristique. Donc ça nous permet de nous comparer à d'autres secteurs et de se situer par rapport à ces autres secteurs. Tintin, séquence, c'est pour voir si vous suivez. Est-ce que je peux me permettre de vous convier une petite dissection de chiffres? Alors je voulais l'enlever parce que je me disais, je reviens après les vacances, je commence à préparer sur ce PowerPoint et j'avais un ours blanc, des trucs avec du sang, et je me dis, ça va pas aller, je ne dois pas avoir le moral, je dois être aussi au bord du burn-out. Et Jean-Baptiste m'a dit, non mais garde-le, ça va les réveiller, il faut occuper les gens. Donc, petite séance de dissection, si vous êtes partant. Alors, on passe à la suite. Je précise qu'aucun animal n'a été maltraité pendant la présentation. C'est une séance d'acupuncture qui a mal tourné. Bon, ça va, vous suivez? C'est bon. Donc voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres. Je vous promets, la prochaine, la souris n'est pas ouverte, on va passer à autre chose. Mais il faut quand même essayer de creuser un peu. On parle, on a des chiffres, on est très content, on a 200 millions de nuitées, on a 16 milliards de dépenses touristiques, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Voilà. Et je pense que de plus en plus, on va avoir besoin d'aller creuser par rapport au contexte que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Est-ce que
Ce qu'on dit là, est-ce que nos plus 45% du littoral, le nombre de nuitées touristiques, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est bien pour qui? C'est bien pourquoi? Est-ce que c'est bien pour certains prestataires, certaines entreprises? Est-ce que c'est pas bien pour l'environnement? Il faut être capable de se poser ces questions-là et puis de les regarder en face. Et est-ce que nos chiffres aujourd'hui, là je fais un mea culpa, est-ce que nos chiffres nous permettent d'éclairer la situation dans toute sa complexité d'aujourd'hui? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Et comme je le disais, on se focalise beaucoup sur les nuitées touristiques. C'est important, c'est une valeur. Mais si on n'arrête pas de mesurer l'économie touristique juste à l'aune de la simple nuitée, on va faire de l'autosatisfaction, de l'autoglorification. On va se faire du mal à certains moments quand on aura perdu 2%. Puis après, on sera très fier de gagner 5%. Qu'est-ce que ça dit réellement? Voilà. Donc, quelle réalité derrière ces nuitées? Réalité économique sur quel territoire? Dans quel contexte? À quel moment de l'année? Réalité environnementale, avec quels impacts sur l'environnement? Réalité sociale, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas neutre. Donc, moi, ce qui m'intéresse à partir de là, c'est de se dire comment on contextualise nos mesures, comment on contextualise nos analyses, parce qu'au-delà des mesures, il faut parler d'analyse, de manière à... Ah oui, il y a toujours une petite surprise, il y a une flèche qui s'est transformée en point d'interrogation, mais c'est pas grave, à objectiver les décisions. Voilà. Le discours qu'on voudrait partager avec vous, c'est qu'une mesure n'a pas de sens en dehors de son contexte. Les 200 millions de nuitées, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, les questions à se poser, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est pas mal de se le rappeler, notamment dans cette période de transition importante. Pourquoi on mesure? Quand? Sur quelle périodicité? C'est à quel moment de l'année? Ou quelle partie du territoire, ce que je disais tout à l'heure, en lien avec quels objectifs? Oui, pour savoir si on remplit nos objectifs, il faut les avoir déterminés. Pour quelles décisions? Voilà, quelles décisions nos mesures nos analyses vont nous permettre de prendre? Et ces décisions-là, il va falloir se poser des conséquences en termes environnementaux, sociaux, économiques, sur les destinations, sur les entreprises, sur les habitants, et il ne faut peut-être pas oublier les touristes non plus. Et ensuite, il faut se poser la question du comment. C'est toujours important, la question du comment. Est-ce que si on a des problématiques effectivement de saturation à certains moments, de trop de touristes dans certaines périodes et à certains moments de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Comment on régule? Est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on accompagne? Et ça nous pose la question aussi de s'intéresser au comportement des gens. L'être humain est un animal un peu complexe, un petit peu ambigu, paradoxal. Il faut s'intéresser aux sciences comportementales. Mais on me fait signe d'aller plus vite. Alors je vais plus vite. Mais sur un fil, c'est pas facile d'aller très vite. On risque de se casser la gueule. Alors, je prends un exemple, le tourisme durable, l'environnement. Voilà. Ouais, on est tous confrontés à ça. L'urgence, le mur, on le voit arriver de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc, c'est simple. Il faut mesurer ce qu'est la durabilité du tourisme. Alors, pour s'être penché sur la question, on voit bien que je propose un grand jeu concours. C'est quoi les 10 indicateurs qui illustrent le mieux la durabilité de ma stratégie touristique? Derrière, il y a des tonnes de grilles d'analyse sur des projets européens, sur des projets français, avec des dizaines, des centaines d'indicateurs qui sont proposés, dont certains sont très difficiles à mobiliser, d'autres très difficiles à analyser. Et puis la plupart, on ne sait pas trop ce que ça raconte comme histoire au final. Donc, bien du courage collectivement pour déterminer ce qui va être le niveau moyen, le nombre d'indicateurs moyens qui vont nous permettre de raconter la bonne histoire, de donner les bons éléments. Avec beaucoup de choses, vous voyez, il y a plein de sources de données qui sont partout. Il y en a, et je m'aperçois qu'il y en a un que j'ai oublié G2A, je vais me faire engueuler. Ils sont dans la salle à côté, je vais me faire gronder. C'est pas grave. Il y a beaucoup de sources de données qui sont à notre disposition ou pas, parce que si on parle de data, et c'est un peu l'objet, puisque c'est ce qui va nous permettre d'éclairer le débat, si on parle de data, on va se rendre compte qu'il y a de plus en plus des modèles économiques très forts et très lourds autour de la data, et que ce qui nous semblait quelque chose d'hyper accessible, open data, open, aujourd'hui c'est des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir des fois la donnée qui nous intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse au niveau du CRT, c'est de faire parler cette donnée. La collecter, elle est diffuse, elle existe, l'organiser et la faire parler. Je vais très vite, mais
dans l'objectif d'en avoir des usages pour aider à la décision, aider à la compréhension, pour mener des analyses territoriales, pour faire du pilotage, marketing, de communication, de dispositifs digitaux, pour faire des partenariats, parce que cette data, elle peut nous servir à comprendre. Moi, c'est ma casquette observatoire et data science, mais elle peut nous servir aussi, bien sûr, à améliorer le parcours client. Donc, elle a beaucoup d'intérêts et beaucoup d'usages possibles. On a beaucoup travaillé au cours de ces 2 dernières années, même notamment depuis le Convergence 2022, justement pour faire parler cette data. On le voit, il y a des sources très très larges, beaucoup de sources de données qui sont disponibles, beaucoup d'usages qu'on pourrait en faire. Et puis on est vite confronté à la manière de rendre intelligible cette data. Comment on fait pour la partager? Comment on fait pour porter le message? Comment on fait pour raconter des histoires autour de cette data touristique qui nous permet de la comprendre? On a, nous, pas mal développé autour du hub d'information touristique, le HIT, que vous retiendrez bien sûr, des outils qui permettent de cartographier, de rendre visible, de rendre compréhensible les événements, la situation touristique dans son ensemble. Donc l'idée, c'est de proposer une géographie un peu nouvelle, un peu sensible. Sensible, ça veut dire qu'elle est imprégnée, pas uniquement de l'économie touristique, mais elle est imprégnée d'impact environnemental, social et économique. Donc ça, c'est des outils qu'on développe, que vous pourrez découvrir notamment dans les ateliers, que je vous encourage à aller voir cet après-midi et demain, les ateliers du HIT, que l'équipe du pôle 3D vous présentera avec plaisir. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est plutôt que de se perdre dans la collecte et la sélection de 10 000 indicateurs, comment les rendre parlants, comment les permettre de partager à tous les niveaux. Hein. C'est pas uniquement des instruments pour des collectivités, mais ça peut être pour des entreprises, pour des habitants aussi, pour faire de l'acceptation, etc., etc. Voilà, je crois que c'était la dernière. Dominique, il faut que tu te mettes dans la lumière. Dans la lumière, ouais. Ouais, sinon, je disparais. Merci beaucoup. Très bel exposé. Juste pour compléter, bon, c'est très intéressant, beaucoup de chiffres, beaucoup d'infos, beaucoup de questions. Est-ce que tu as quelques réponses et quelques indicateurs nouveaux là, que tu pourrais nous livrer, nous faire partager, qui vont permettre de mesurer différemment l'économie touristique régionale? Un exemple, un gros travail à faire sur la mobilité, mais je pense que l'intervention de l'ADEME juste après la nôtre sera intéressante sur le sujet, puisque la mobilité, les déplacements pèsent de manière très très lourde sur les impacts, les externalités dites négatives du tourisme. Donc travailler ensemble avec Atout France, avec l'ADEME, avec tous les partenaires, à essayer de trouver une méthode pour mesurer ne serait-ce que les émissions de gaz à effet de serre des déplacements des touristes qui viennent en Occitanie, mais aussi qui se déplacent. Voilà. Donc ça c'est des indicateurs sur lesquels il va falloir travailler. Et puis ouais, sur ces outils de partage de... Tu imagines combien de nouveaux indicateurs à peu près et à quelle échéance? C'est voilà. La question à laquelle je ne peux et je ne veux répondre. Non, mais on parle, il y a eu des travaux qui ont été faits, on va sélectionner les 10 indicateurs, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, 10 indicateurs pour raconter quelle histoire. Moi, je pense que on s'en sortira pas à moins d'une petite centaine d'indicateurs nouveaux pour raconter l'histoire. D'où l'intérêt de pouvoir avoir des outils qui permettent de les visualiser, de les matérialiser et de les rendre intelligibles. Mais ouais, on en parle souvent avec Pierre Torrente. Le tourisme, c'est pas un sujet simple, c'est un sujet complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Donc il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de choses. Et si on veut être dans un système, dans une approche systémique du tourisme qui intègre toutes ces dimensions qu'on a évoquées, environnementales, sociales et économiques, eh ben, il faut avoir les instruments qui vont bien avec. Et qui ne soient pas uniquement des instruments d'auto-célébration, mais là c'est mon petit côté un peu provocateur. Voilà. Donc, bon, eh ben merci beaucoup Dominique. Je vais laisser la parole donc, sur 2 petits points importants avec Jean Pinard, le directeur du CRTL, sur l'ADEME et sur le salon Oxygène. Un petit mot et ensuite on enchaîne avec Madame Le Boucher d'Atout France. L'Occitanie et le CRT, c'est comme au Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose. Donc on avait quelques nouveautés qui sont arrivées de manière un peu tardive par rapport à la préparation du programme, et on s'est dit que c'était quand même bien de profiter de la présence du plus grand nombre d'entre vous pour présenter
un concours, un appel à projet lancé par l'ADEME qui est partenaire du CRT ou le CRT partenaire de l'ADEME dans les deux sens, puisqu'on a signé ici même une convention. Et donc je vais laisser Camille Favre, le directeur, présenter cet appel à projet. Et juste après, je demanderai à Olivier Cahuzac, qui doit être dans le coin, voilà, qui est là, de venir présenter le Salon Oxygène, qui est un nouveau salon du tourisme dédié plutôt aux activités de loisirs et qui aura lieu à Toulouse au mois de mars. Donc voilà, on fait 2 fois 5 minutes et puis après donc on reprend le programme tel qu'il est prévu avec Caroline Boucher. Juste pour vous informer aussi que ce soir à la dernière plénière, juste après la dernière plénière, le collègue directeur d'Occitanie Film, qui est le bureau des tournages des films en Occitanie, viendra vous présenter un film d'animation qui a été réalisé entièrement dans un studio, par un studio toulousain, le studio TAT, et viendra présenter ce film, parce qu'on compte sur voilà, le relais des offices de tourisme pour présenter ce film dans le plus grand nombre de salles d'Occitanie. Camille, je te laisse la parole. Merci Jean. J'ai un micro. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de se retrouver ici, même si ce n'était pas forcément prévu. Alors je crois que Dominique nous disait tout à l'heure, d'ailleurs il a fait une bonne transition, hein, quand il évoquait les indicateurs clés, il évoquait merci, hein, le sujet de la mobilité. Mais moi, ma transition, c'est d'abord de vous dire que je suis ravi d'être ici. 1 an après, M. Garel, nous signons une convention de partenariat entre l'ADEME et le CRTL. Ravi de revenir ici, un peu dans la dynamique des universités du tourisme durable, où certains d'entre vous ont participé à Montpellier, il y a une dizaine de jours. Et ravi d'être ici pour vous partager 2 sujets d'actualité. Alors, Dominique a préparé son support au retour des congés d'août. J'ai préparé le mien hier soir. Donc, je vous prie de m'excuser, j'ai quelques notes. Alors, 2 sujets d'actualité. C'est d'abord un innovaton. Ah, c'est comme ça que c'est présenté ? Ouais. Ah oui. Du coup, je le garde, ça ? Ah oui, on peut pas le mettre en plein écran ? Non, c'est bon, ça va, vous voyez ? C'est celle du bas, voilà. Alors, 2 sujets. 2 sujets qui symbolisent bien ce que nous faisons à l'ADEME. À la fois un sujet d'innovation. Je vais vous parler du challenge Open Innovation, tourisme, souvenirs et territoire durable. C'est mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, ça sera un sujet autour plus de la généralisation ou la massification. C'est un peu un gros mot. Ah oui, c'est beau, merci. Et ça concerne, dans le cadre de Destination en France, l'opération Vélotourisme. Mais d'abord, j'ai compris qu'il y avait 200 étudiants parmi nous. J'ai appris aussi un acronyme OGD, pour vous qui vous êtes très familier. OGD, c'est-à-dire Office de tourisme, agence. Hein. Est-ce que vous pourriez lever la main, parce que c'est à vous que je vais m'adresser. Je pense que je suis au bon endroit. Qui fait partie d'un OGD? Ça va. Je m'attendais un peu plus, mais c'est au moins le tiers de la salle. Donc merci. Alors c'est à vous que je m'adresse dans l'immédiat. La slide suivante, il faut que j'appuie ici. Ça marche. Alors ça a été dit par Dominique tout à l'heure, le tourisme au niveau national, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce challenge ADEME Open Innovation, nous avons souhaité traiter la thématique du souvenir touristique. Alors pourquoi la thématique du souvenir touristique ? Parce qu'elle est plutôt peu traitée, même je sais qu'il y a des initiatives en Occitanie, parce qu'elle est pertinente au regard de grands événements sportifs ou culturels que nous pouvons avoir, et puis parce qu'elle est transverse. Elle va toucher les questions d'alimentation, d'achat d'objets artisanaux, industriels ou produits de services. Et j'appuie et ça marche. Mais je reviens en arrière. Pardon. Là, je lis mes notes. Ce sujet, tourisme, souvenirs et territoire durable. Pourquoi ? Ce qui nous guide, en fait, c'est que, et je lis textuellement, parce que partir en vacances ne veut pas forcément dire que l'on voyage à l'autre bout du globe, et parce que ramener un souvenir ne veut pas dire que l'on achète une babiole fabriquée en Syrie aux antipodes du lieu de vacances. Il est possible de faire autrement et d'avoir un souvenir de vacances à plus faible impact écologique. Je suis désolé, j'ai lu, et c'est vraiment ça qui nous guide. Et donc, ce challenge s'inscrit dans le cadre d'un objectif qui est celui de mettre en œuvre des projets de rupture à impact et réinventer les modèles de souvenirs dans la filière touristique, avec 3 catégories. La première, c'est la promotion et la préservation. Là, on va s'intéresser à
faire connaître les territoires, les préserver, donner envie, faire rayonner. La deuxième, c'est l'éco-innovation. Alors derrière l'éco-innovation, il n'y a pas forcément des sujets ultra techno qui sont attendus. C'est soutenir des producteurs, l'économie locale, faire en sorte que le souvenir touristique participe à l'économie locale, s'intéresser aux filières traditionnelles, à l'artisanat, aux circuits courts et à l'économie circulaire. Voilà la nature de défis que nous attendons. Et puis la troisième catégorie, elle est plutôt autour du tourisme expérientiel, c'est ça le terme ad hoc, hein, de l'expérience, impliquer les populations locales, connecter, partager, contribuer aux enjeux sociaux qu'on peut avoir dans les territoires. Donc, notre challenge Open Innovation, il s'inscrit dans ce double défi. Investiguer un sujet que l'on considère en jeu et relativement peu développé, et dans un double défi qui est aussi celui de sa méthode. Je ne sais pas si je l'ai, c'est après. Ah pardon, si je reviens en arrière. C'est aussi celui de sa méthode. De sa méthode parce qu'il y a une plateforme dédiée, des défis, et on attend que vous puissiez nous les proposer, des mentors, des coachs, certains sont dans la salle, un jury, des lauréats, des accompagnements dans un délai relativement court. Et nous attendons des projets à la fois opérationnels, ambitieux et à impact. Nous sommes l'agence de la transition écologique. Ce qui est sous-entendu, c'est l'impact environnemental. La recette, comme souvent à l'ADEME, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seul, on fait avec les partenaires. La recette de ces travaux, c'est qu'on avait initié ces travaux avec Open Tourism Lab, et il y a de cela, Emmanuel Bobin, je ne sais pas s'il est là, il y a de ça 1 an ici. On s'est associé à Retis, ce qui est le réseau français de l'innovation. On a l'expertise de Yes We Green, une entreprise à impact, le BIC InnovUp, tout un tas de partenaires qui pourront accompagner vos projets. Et donc, le calendrier, c'est celui-ci. Ce challenge Open Innovation, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez que je ne suis pas forcément familier avec ces nouveaux dispositifs. Ça tranche avec les dispositifs qu'on a l'habitude d'avoir à l'ADEME, c'est-à-dire un système d'aide, un appel à projet, vous déposez des dossiers et on engage le contrat. Là, on en appelle à l'intelligence et aux innovations qui émaneront de vos territoires et de vos OGD. Le challenge qui fait l'objet d'une plateforme dont je reviendrai sur le lien, il a été lancé le 6 octobre. Vous avez jusqu'au 9 novembre pour nous faire part de vos projets. Du 15 novembre au 16 décembre, ils feront l'objet d'un coaching et le jury final aura lieu le 15 décembre. Ensuite, en janvier 2023, vous voyez, c'est très timé, le début de l'accompagnement aura lieu. Merci, Beau. C'est presque fini? Allez. Oui, okay. J'accélère. Tac. C'est très timé aussi. C'est très timé aussi. Voilà. Ah, mais alors là, du coup, j'ai besoin de 2 minutes pour vous parler de ça. Une. Vraiment vite parce qu'on doit. C'est le programme Développer le vélotourisme. J'accélère. Ah, oui. Développer le vélotourisme, c'est un sujet vraiment d'actualité et je souhaiterais que l'Occitanie puisse être en pointe sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'il est très important qu'on puisse vous le présenter. Ça s'inscrit dans le cadre de Destination France et j'ai découvert qu'en Occitanie, nous sommes à 40% de l'état d'avancement de la réalisation des schémas régionaux véloroute. Ah, on veut me... Voilà. Et donc, forcément, nous n'allons pas nous satisfaire de cet état d'avancement. Et nous avons un dispositif pour contribuer à améliorer la situation de l'Occitanie. Ce dispositif, alors là je fais très vite, c'est un dispositif d'aide qui s'adresse aux OGD, aux offices de tourisme, aux grands sites, pour mettre en place des stationnements vélos, pour créer des aires de service, pour réaliser des études relatives à vos itinéraires cyclables. Ça pourrait être la mise en sécurité des voies existantes, la promotion d'itinéraires auprès des touristes et professionnels, voire la préfiguration de nouveaux tronçons. Et j'ai bientôt terminé. Je vous en parle, mais en fait, c'est même pas encore opérationnel. Donc vous avez jusqu'au 30 octobre pour vous préparer, déposer vos dossiers, on compte sur vous. Le 30 octobre, soyez prêts. Si vous avez besoin d'aide, nous aurons des webinaires le 14 novembre, le 22 novembre. Et puis un contact, vélotourisme@adem.fr. Formidable. Je crois que j'ai tout dit. Excellent. Merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup. Synthétique et intéressant. J'ai vu que
vous preniez des photos avec vos portables. Bon, vous pouvez accéder à toutes les présentations après aussi. Je vais demander donc à Olivier Cahuzac, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, pour nous parler en 3 minutes maximum du salon Oxygène. Messieurs les présidents, messieurs les directeurs et directrices, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes très heureux avec Annick de vous présenter le salon Oxygène. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir à l'écran, mais on a peu de temps. Salon Oxygène, en fait, quand on a présenté ce projet à Jean Pinard et à ses équipes, on a constaté que toutes les valeurs correspondaient vraiment à la carte de Oxygène. Ah, pardon, j'arrive ici. Donc toutes ces tendances sont fortes. Vous allez les travailler pendant ces 2 jours. Nous, le salon Oxygène, c'est grâce à vous que nous allons monter parce que nous voulons un nouveau format et un nouveau type de salon, beaucoup plus participatif, avec la mise en avant du tourisme bien sûr, mais des loisirs, de proximité naturellement et des randonnées. Donc ce salon aura lieu et organisé donc par la filiale de GL Events Toulouse Événements. Il aura lieu au nouveau parc des expositions de Toulouse. Ça, c'est une vraie chance de pouvoir voir ce nouveau site. Il est accessible notamment en tramway, 3000 places de parking gratuites pour l'ensemble de nos visiteurs, 1000 places pour nos exposants. Donc on bénéficie d'un outil tout à fait remarquable pour vous accueillir. Il aura lieu donc fin mars. Pourquoi fin mars? Parce que c'est la fin de la saison hivernale et on verra tout à l'heure qu'on a envie évidemment de bien préparer les vacances de Pâques et puis bien sûr l'été. Et donc c'est un projet qui s'articule autour de 5 grands piliers sur lesquels nous avons travaillé. Alors ces salons, c'est 5 piliers, 5 pôles. Le plus important bien sûr, c'est les destinations tourisme et randonnée. Ça vous permettra de rencontrer des porteurs de projets de séjour, de vacances et de leur proposer votre expertise. Sur l'Agora, ça sera un espace d'échange et de convivialité avec des conférences et des ateliers. Ensuite, il y aura la Via des séjours insolites, comme son nom l'indique. Et sur l'Arena, pour finir, il y aura aussi, ça sera un grand marché où les visiteurs pourront tester des nouvelles technologies en matière de randonnée, de géolocalisation et le marché d'équipements outdoor en somme. Et pour finir, la place gourmande. Alors, c'est une spécificité d'Oxygène, cette place gourmande. Et il y aura des chefs, des meilleurs ouvriers de France, qui disposeront d'une cuisine de professionnels et pourront présenter au public des recettes de cuisine avec naturellement les produits du terroir. Oui, vous avez bien compris qu'il nous était difficile de dissocier gastronomie et tourisme, mais je suis convaincu que vous partagerez cette analyse. Et enfin, un autre élément qui est très important pour vous professionnels, c'est le vendredi, nous organisons une journée, une rencontre professionnelle. Ça sera l'occasion pour vous de lancer vos recrutements, de rencontrer un maximum de saisonniers pour préparer votre saison. On mettra en avant également tout le panorama des initiatives qui visent à accroître l'attractivité de toute la région et puis également un cycle de conférences. Donc voilà, donc c'est en 2 minutes, ça a été fait, présentation de ce grand salon. On vous attend parce que c'est grâce à vous que nous allons le monter. C'est je dirais, une nouvelle façon de travailler le tourisme de proximité et c'est grâce à vous qu'on y arrivera. Annick est là pendant ces 2 jours. Nous avons un stand à l'entrée, donc on est tout à fait disposé et disponible pour répondre à toutes vos questions et demandes. Merci de votre attention et excellente convergence. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. On a pris un peu de retard, mais on va le rattraper grâce à Caroline Le Boucher, qui va être d'une rapidité incroyable. Alors, je vous donne la petite zapette. Et donc, Caroline Le Boucher, directrice générale d'Atout France, qui va donc nous parler de la feuille de route d'Atout France pour les 2 années à venir, la feuille de route générale et évidemment, celle qui vous intéresse sans doute le plus, la feuille de route en relation avec l'Occitanie. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petit ajustement, ça fonctionne. Vers le bas, ça ne marche pas. Petit souci technique. Voilà. Hop. C'est peut-être votre sac là, non, qui gêne ? Alors, il n'y a pas d'animal maltraité, mais peut-être une télécommande un peu maltraitée par mes prédécesseurs. Je ne sais pas. C'est pour vérifier si vous êtes toujours parmi nous. Je vais essayer d'accélérer, mais néanmoins, la feuille de route est dense,
Parce que comme mes prédécesseurs, les orateurs précédents l'ont indiqué, nous avons de nombreux défis, toutes et tous, dans cette salle, devant nous, pour les années qui viennent. Alors, on peut se réjouir des chiffres de cet été et des chiffres de cette année, globalement. Cet été, nous sommes revenus au niveau de fréquentation. Non, ça ne veut vraiment pas marcher. Nous sommes revenus au niveau de fréquentation de 2019, qui était un été de référence. Nous avons 7 pays internationaux, notamment, qui ont dépassé les niveaux de fréquentation de 2019. On peut s'en réjouir. Nous étions l'année dernière, et c'était la première destination mondiale, non seulement en fréquentation internationale, mais aussi pour la première fois en termes de recettes touristiques internationales. Ça a été assez peu dit, mais ça nécessite quand même d'être souligné. Mais est-ce que c'est le seul sujet dont on peut se réjouir par rapport à ce que mes prédécesseurs ont indiqué? Est-ce que ce n'est pas le moment de s'interroger sur d'autres critères qu'il faudrait prendre en compte? Je signale au passage donc que en ce qui concerne l'Occitanie, cet été, vous avez été la première région en France en termes de nuitées dans l'hôtellerie de plein air. Alors, en fait, demandez aux techniciens, ils vous passent le slide, ça va être plus facile. Voilà. Ok, c'est parti, c'est bon. Ah oui. Aïe, voilà. Donc, l'arrière-saison, comme on l'appelle habituellement, mais qu'on devrait appeler plutôt l'automne et l'hiver, dans une logique de désaisonnalisation, s'annonce pour l'instant plutôt bien, ou s'annonçait plutôt bien, en dépit de différents facteurs évidemment d'inquiétude, qui sont la situation géostratégique, le Covid, nous sommes quand même en 8e vague, même si le pic semble à peu près être atteint. Je voulais mentionner surtout des facteurs économiques qui sont évidemment nos principaux sujets d'inquiétude et de vigilance pour cette fin d'année. Parce qu'il y a bien sûr la hausse du coût de l'énergie, on en a beaucoup parlé hier au conseil d'administration du CRTL Occitanie. Il y a évidemment le coût de la vie pour les consommateurs en général, et en France nous sommes plutôt mieux lotis de ce point de vue que nos voisins européens par exemple. Il y a également donc plus généralement la pénurie des carburants et l'inquiétude économique des différents consommateurs. Nous venons de faire un sondage auprès des Français, auprès de 1000 Français, en ce qui concerne leurs intentions de voyage pour cet automne et cet hiver. Je vous les donne en avant-première. Donc 27% des Français avaient l'intention de faire un séjour, au moins un court séjour de 2-3 jours pour cet automne, 33% pour cet hiver. Et quand on demande à la majorité de ceux qui n'ont pas l'intention de partir, pour quelles raisons ils n'ont pas l'intention de partir, c'est en raison du coût, en raison des difficultés économiques et du coût des hébergements. Je pense que ce sont des éléments sur lesquels on aura l'occasion de revenir sans doute et de travailler ensemble avec l'ensemble des OGD et des professionnels. Alors, après avoir planté ce décor conjoncturel, peut-être vous indiquer dans quel cadre travaille Atout France. Nous travaillons dans le cadre du plan Destination France, qui a été annoncé par le Premier ministre en novembre 2021, et puis le plan Avenir Montagne, qui a été annoncé par le Premier ministre également l'année dernière, et qui, tous les deux, ont pour vocation à la fois de travailler sur la relance du tourisme. Après une année 2020, ça a été souligné par Dominique Tillet, qui était particulièrement désastreuse, difficile. 2021, une première année de reprise. 2022, une année de rebond très fort et accéléré. Le plan Destination France, je ne vais pas y revenir parce que je vais considérer que vous le connaissez par cœur dans ses ambitions, à la fois donc de conforter la France comme première destination touristique mondiale, mais, et c'est une nouveauté, dans le paysage de la politique en matière de tourisme, une destination de référence en matière de tourisme durable à l'horizon 2030. En ce qui concerne Atout France, donc nous avons sur cette base, nous sommes fixés 4 objectifs à moyen terme qui seront complétés par un certain nombre d'actions. Le tourisme durable, je vais y revenir de façon très étayée parce que c'est une vraie feuille de route à part entière en ce qui concerne Atout France. Accélérer la relance, je vais y revenir également. Pas forcément accélérer la relance de la même façon que ce que nous aurions pu faire peut-être il y a quelques années.
Une stratégie, passer d'une stratégie de volume à une stratégie de valeur, c'est également un axe très important et qui, là aussi, va avoir des conséquences à la fois sur la façon dont nous accompagnons les acteurs du tourisme, mais également la façon dont nous allons cibler nos actions de relance. Et enfin, faire donc du tourisme un secteur d'excellence. On parle toujours beaucoup de chiffres et de volumétrie. Il y a des chiffres dont on ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas forcément vu tout à l'heure, d'ailleurs, dans la présentation de Dominique Tillet, sur les notions liées à la satisfaction des clients, la satisfaction des habitants, l'acceptabilité du tourisme, qui sont des notions qui sont difficiles, au-delà des notions environnementales, mais qui constituent bien sûr le troisième pilier extrêmement important dans une démarche de tourisme durable. 3 priorités du côté d'Atout France sur la période qui s'ouvre. Évaluer, Dominique, je ne vais pas y revenir, a très bien expliqué pourquoi les data sont de plus en plus essentielles dans l'économie en général et dans le tourisme en particulier, puisque c'est un secteur qui est extrêmement complexe, avec beaucoup d'interactions avec différents secteurs et politiques publiques. Transformer parce qu'il faut agir, ça a été dit tout à l'heure, il faut avoir les bonnes données pour comprendre ce qui se passe, où nous en sommes en référence, se fixer des cibles, des objectifs et mesurer nos progrès collectifs et donc agir de façon à atteindre ces cibles. Et puis enfin, relancer parce que dans une démarche de tourisme durable, il ne s'agit pas, comme je le lis parfois, de faire de la décroissance. Il s'agit d'accompagner l'activité de façon à ce qu'elle soit plus sobre en termes d'externalités négatives, qu'elle ait moins d'impact négatif. Alors la feuille de route tourisme durable, je vais prendre un peu de temps pour parler de celle-ci parce qu'elle me tient particulièrement à cœur et qu'elle est vraiment, elle irrigue l'ensemble des métiers d'Atout France, y compris les fameux classements. Vous avez peut-être vu ou lu. Et puis pour les hôteliers qui sont dans la salle, vous avez peut-être déjà commencé à faire votre travail d'autodiagnostic en ligne sur le site Atout France. Et vous avez vu que nous avons doublé les critères optionnels relatifs à l'environnement et que nous avons quadruplé les critères obligatoires. Une feuille de route, donc tourisme durable, qui irrigue nos données, puisque nous avons l'ambition, avec nos partenaires, notamment le CRTL bien sûr, mais aussi l'ADEME, les acteurs du tourisme durable, avec lesquels j'ai signé des accords de partenariat, de nous atteler à un premier tableau de bord du tourisme durable, parce qu'encore une fois, il faut absolument nous mettre d'accord sur ce qu'est le tourisme durable, ce que nous entendons par cette notion et quels sont les objectifs que nous nous fixons collectivement. Alors, ces objectifs, il revient évidemment au pouvoir public de les fixer en termes de cibles et de priorités, mais nous devons être capables collectivement d'éclairer cette prise de décision. Ça a été très bien expliqué par Dominique tout à l'heure. Néanmoins, comme il l'a dit, ce n'est pas un travail très aisé. Nous ambitionnons d'achever une première version d'ici fin 2023. Soutenir la transformation durable, également un vaste sujet qui concerne tous nos métiers, notamment ceux de l'ingénierie que nous mobiliserons et on le verra tout à l'heure dans les contrats de destination, sera un aspect évidemment important de collaboration. Nous avons lancé des appels à manifestation d'intérêt, notamment en termes de tourisme durable et je suis très heureuse de voir que l'Occitanie a répondu présente dans ces AMI. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel que l'expérience, les expérimentations et les projets viennent du terrain. Et c'est ce que nous allons vouloir accompagner. Nous avons déjà plus de 70 candidatures qui sont arrivées sur cette notion de tourisme durable. Expérimentation aussi en matière d'innovation. Là aussi, c'est en cours. Et nous espérons avoir des projets venant de l'Occitanie. Merci beaucoup. Je pense que c'est la vision des souris disséquées qui m'a un peu traumatisée tout à l'heure, Dominique. Alors, en matière de tourisme durable et de transformation toujours, je voudrais signaler également un programme qui est en cours, qui concerne l'accompagnement de 25 stations de montagne, dont 6 en Occitanie, qui sont accompagnées par Atout France, afin de participer à la rénovation énergétique des copropriétés. C'est évidemment un vaste sujet. Je pense que s'il y a des représentants des stations de montagne des Pyrénées dans la salle, notamment de Font-Romeu par exemple, qui fait partie des stations accompagnées,
vous conviendrez que c'est un sujet extrêmement difficile. Sensibiliser, accompagner les professionnels, c'est également, et je pourrais dire aussi le grand public, c'est un sujet très important. Je disais, la notion de tourisme durable, nous avons fait des études, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise ni des professionnels, ni de la part du grand public. Et donc, il va être nécessaire à la fois d'accompagner les professionnels avec un centre de ressources qui permettra d'avoir des formations, des études, des journées techniques, des échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne, pour un domaine donné, des actions menées dans une autre région, en France ou à l'international, des notions d'autodiagnostic également par métier, par filière, que nous allons établir avec les acteurs du tourisme durable et l'ADEME, et puis donc des formations, comme je disais. Accompagner, faire de la pédagogie vis-à-vis du grand public, ça veut dire aussi peut-être faire la notion de marketing différemment. C'est de plus en plus, et je sais que Jean est complètement en phase avec ça, faire de l'information plus que de la communication. Et donc ça commence par expliquer, par exemple, quel est l'impact d'un séjour, comment on peut réduire son impact, et informer également sur l'offre durable, notamment l'offre labellisée ou certifiée. Et dans ce domaine, là aussi, nous savons que malheureusement, pour les établissements qui bénéficient d'un label écolabel européen ou de la clé verte, par exemple, ces labels ne sont pas connus. C'est bien dommage, ce n'est pas spécifique à la France, et donc il nous semble important peut-être d'être dans une démarche qui permette de mieux faire connaître ces labels et ces démarches, et c'est ce à quoi nous allons travailler avec les acteurs du tourisme durable pour avoir une distinction française qui permettra d'éclairer un peu plus, de donner plus de visibilité à ces efforts, à cette démarche. En ce qui concerne la relance, toujours, il nous semble important de nous interroger sur quels touristes nous souhaitons faire venir et pourquoi. Je pose la question parce que quand j'ai pris mes fonctions en juin 2019, on me disait que ce qui était très très important, c'était d'aller chercher de nouveaux clients, des primo-visiteurs venant de marchés lointains. Bon, j'ai pris cette donnée. On a fait un gros travail, à la fois en interne et puis avec les adhérents d'Atout France. Et fin 2019, la conclusion était différente. Fin 2019, la conclusion a été il est urgent de s'intéresser au marché européen parce qu'il y a encore du potentiel pour différentes raisons, et urgent de s'intéresser aux jeunes. Pourquoi ? Parce que la France n'avait pas une bonne image auprès des jeunes européens, et pourtant c'est notre principal marché. La suite l'a montré. Donc je ne vais pas revenir trop en détail, on n'a pas le temps, mais vous dire que les data, effectivement, c'est un sujet que nous avons pris à bras-le-corps chez Atout France, avec l'ensemble des CRT et ADN Tourisme, pour mutualiser ce qui peut l'être dans les achats de données, et puis surtout pour mettre en place une vraie plateforme de données. Je ne vais pas vous effrayer avec des termes trop techniques, mais c'est donc un data hub, comme le secteur de la santé publique en a un, parce que nous avons des millions de données qu'il nous faut brasser, analyser, structurer pour pouvoir les faire parler, comme ça a été dit très très bien par Dominique. Donc en tout cas, avec ce projet, nous avons pu avancer déjà, et je remercie l'Occitanie, parce que si nous avons pu cet été publier un observatoire national de l'hôtellerie de plein air, c'est grâce à l'Occitanie, puisque nous avions précédemment fait une expérimentation en Occitanie avec un échantillon de camping. Donc merci à tous. La deuxième priorité, donc transformer, je disais, on a des programmes France Tourisme Ingénierie classiques et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans les contrats de destination. Donc je n'y reviens pas particulièrement. J'ai mentionné donc tout à l'heure notamment les 6 stations qui sont accompagnées dans le cadre du programme France Tourisme Ingénierie Montagne en Occitanie. Je ne vais pas trop insister sur les autres programmes, projets structurants, projets également relatifs au patrimoine, parce que l'Occitanie est déjà très bien engagée dedans et je pense que ça va continuer avec les contrats de destination. J'ai mentionné déjà les appels à manifestation d'intérêt. Un mot peut-être sur l'innovation, pour vous indiquer que nous avons nous aussi organisé différents challenges innovation. Cette année, un appel à manifestation d'intérêt expérimentation. Je vous invite aussi à aller, c'est en libre service, c'est gratuit, lire les différents cahiers de tendance
qui sont en ligne sur notre site, qui sont en ligne également sur le site du Welcome City Lab, qui est donc l'accélérateur de Paris, mais qui vraiment est ouvert à la France entière. Ces tendances, c'est évidemment essentiel de comprendre quelles sont les tendances en termes de consommation, quelles sont les tendances également dans le monde des startups de la Travel Tech, parce que ça en dit beaucoup sur la perception qu'ont les acteurs et ces acteurs économiques sur les besoins, les défis auxquels à la fois les voyageurs, mais aussi les acteurs du tourisme doivent faire face. Voilà, les webinaires, les formations, etc. Vous pourrez les retrouver tout cela sur notre site, tout ça étant en accès ouvert à tous. Relancer, peut-être un mot, ça me semble important, pour dire que relancer, mais pas n'importe comment. Pourquoi pas n'importe comment? Parce que les besoins, les envies des voyageurs ont évolué depuis la pandémie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études que nous faisons, qui montrent que plus que jamais, le besoin de déconnexion arrive en premier lorsqu'on demande à des voyageurs ce qu'ils recherchent dans leur voyage. En deuxième, vous allez avoir le besoin de visite culturelle. En troisième, la gastronomie. Ça a été cité tout à l'heure. Ça vous fera plaisir, évidemment, en Occitanie. Et puis après, il y a des sujets et des besoins économiques. Le besoin de réassurance, il arrive très très vite après. Réassurance, non seulement en matière de Covid, en matière sanitaire, mais également en termes commerciaux. C'est-à-dire que pour les hôteliers, les hébergements qui sont dans la salle, vos conditions d'annulation, votre flexibilité en la matière, ça va être un des critères de choix qui vont faire qu'un client va décider de venir chez vous ou ne pas venir. Alors, relancer, donc 3 axes de notre côté. Donc, bien sûr, faire progresser la durée des séjours, générer davantage de recettes et désaisonnaliser autant que possible, répartir les flux à la fois en termes de saisonnalité et dans l'espace. Et de ce point de vue, les contrats de destination que nous allons signer tout à l'heure sont un outil absolument essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme international est extrêmement concentré entre Paris, la région sud, le Mont-Blanc, qui est peut-être le 3e pôle d'attraction. Et il est extrêmement important que, pour le tourisme international, pour le tourisme domestique aussi, on puisse effectivement diffuser ces flux touristiques au maximum, y compris dans le temps. Je trouve que ce qui a été présenté tout à l'heure est évidemment extrêmement intéressant en termes d'analyse pour pouvoir savoir où mettre l'accent. Un positionnement donc sur un tourisme plus durable, responsable, inclusif, accessible, sera évidemment extrêmement important. Et puis, on a la chance en France de bénéficier de grands événements en 2023, en 2024, sur lesquels nous allons nous appuyer avec les destinations hôtes, de façon à en faire un facteur d'attractivité. Alors, je vais passer sur cela. Pourquoi faire? À la fois pour reconstruire les flux touristiques qui sont déjà bien reconstruits, on l'a vu, en s'appuyant essentiellement sur le marché domestique pour les destinations où il y a des difficultés encore. Je pense à l'outre-mer ou à la montagne, sur lesquels nous allons continuer à être très actifs. Les marchés européens, je l'ai dit, c'est vraiment notre priorité. Et puis, au fur et à mesure, nous allons nous intéresser de nouveau aux marchés moyens et long courriers, mais pas comme avant. C'est-à-dire que nous allons privilégier plutôt les fidèles, ceux qui connaissent déjà les destinations et que nous allons pouvoir auxquels nous allons pouvoir faire découvrir d'autres destinations que Paris ou la Côte d'Azur qu'ils ont sans doute visitées en première intention. Nous n'allons pas nous intéresser aux groupes, donc les quarts entiers de touristes chinois. Les frontières sont toujours fermées pour l'instant, mais ce n'est pas notre priorité. Ils viendront, mais ce n'est pas ceux que nous allons essayer de faire venir. L'amplification des offres durables, je l'ai déjà mentionné. Pour cela, nous avons besoin de marqueurs qui permettent de rendre cette offre plus visible et plus intelligible pour les voyageurs. Et puis donc les grands événements qui sont essentiels. Alors sur les marchés européens, nous avons déjà 2 belles histoires collectives derrière nous, 2021-2022, avec l'ensemble des régions françaises, et ça c'était une première. Je pense que la pandémie a permis de marquer et de mobiliser un collectif avec une grande solidarité. Et donc une grande campagne pan-européenne qui a été menée avec l'ensemble des régions pour un montant global de 10 millions d'euros,
dont 1,3 million pour l'Occitanie, donc beau score, et qui a concerné de nombreux acteurs ici. Relancer, c'est également travailler avec la presse internationale, c'est travailler également avec l'intermédiation pour les marchés qui sont intermédiés, les former, les informer, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en termes de ressources humaines, et donc il faut reconstituer ces compétences et donner à comprendre la France, son offre, et peut-être sa nouvelle offre directement. Et donc c'est ce que nous faisons avec un nouveau programme de e-learning sur les différents marchés. Et puis favoriser les échanges toujours avec les différents workshops, démarchages, salons internationaux où nous sommes évidemment présents en force avec un affichage délibéré relatif soit aux Jeux Olympiques, soit à la Coupe du Monde de rugby. Pour finir, peut-être concernant la relance, je ne voudrais pas oublier le tourisme d'affaires, qui est évidemment, vous le savez, une composante importante en ce qu'il d'abord représente un panier moyen et des recettes touristiques largement supérieures au tourisme de loisirs, et en ce qui concerne un facteur d'attractivité économique également, ou en lien avec l'attractivité économique très important. On a pu en discuter hier soir avec nos amis de Toulouse notamment. Et donc, dans ce cadre, nous avons relancé, il y a quelques jours, une grande campagne pour mettre en avant la façon française de faire du tourisme d'affaires qui permet de bénéficier non seulement des atouts économiques de la France, et ils sont nombreux, y compris en termes d'innovation, mais également bénéficier de la qualité de vie, ce qui est un aspect également important pour les preneurs de décision, les décideurs économiques en ce qui concerne leurs événements et les congrès. Donc nous avons été heureux notamment de nous allier à Toulouse dans le cadre de ces différents éléments. La montagne, ça concerne évidemment l'Occitanie. Un budget donc, qui est passé à 8 millions pour 4 ans, c'est-à-dire 2 millions par an, mobilisés par Atout France pour la montagne, c'est-à-dire 20% de notre budget annuel d'actions qui sont mobilisés par Atout France seul, et donc avec un effet levier avec nos partenaires, avec un prisme sur le marché domestique encore important, et notre volonté, là encore, de favoriser toutes les montagnes, tous les usages. Le ski, bien sûr, c'est important, mais il n'y a pas que le ski, et on le voit dans les sondages, il y a une volonté de plus importante des voyageurs de bénéficier du bien-être et de se ressourcer à la montagne, et ce, en toute saison. Et nous nous employons donc à mettre en avant ces 4 saisons et ces autres usages des montagnes françaises. Les grands événements internationaux, je suis sur une terre de rugby, donc je vais être très attentive à ce que je vais dire. Donc c'est évidemment un événement essentiel auquel l'Occitanie est parfaitement associée. Et donc au-delà de la campagne que je mentionnais tout à l'heure, il y aura tout un ensemble d'actions qui ont déjà été menées auprès de la presse à l'international, auprès des professionnels du tourisme également, et bien sûr en collaboration avec les différentes destinations hôtes. Vous pouvez retrouver tout cela sur notre site, atoutfrance.fr, actions, et n'hésitez pas donc à venir participer à certaines de ces actions, soit directement, soit par le biais de votre CRT. Quelques exemples pour finir donc sur l'Occitanie. Donc je disais la campagne rugby avec Frédéric Michalak, la campagne Explore France, avec quelques visuels que vous allez pouvoir découvrir, qui mettent bien en avant chacune des destinations et des marques que nous allons tout à l'heure mettre à l'honneur avec les contrats de destination. Et le rugby, donc, qui là aussi a mis en valeur Toulouse, dans l'attente donc de l'accueil notamment de la délégation japonaise. Voilà. Pour finir, le contrat cadre et les contrats destination. Qu'est-ce qu'il faut retenir des contrats cadres, du contrat de destination? L'idée, c'est vraiment de mobiliser des collectifs. Je dirais que même leur premier objectif, c'est ça. C'est de faire en sorte que chacun des acteurs dans une destination donnée se mette autour de la table et discute à la fois du diagnostic et des priorités d'action
Et je voudrais féliciter encore une fois les acteurs d'Occitanie pour la très très grande mobilisation et la qualité des contrats que vous voyez ici à l'écran et que nous allons signer maintenant. Et nous nous réjouissons de pouvoir accueillir chacune de ces destinations, chacune de ces thématiques, puisqu'il y a également un contrat pleine nature et itinérance qui reflète bien d'ailleurs l'air du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline Le Boucher. Restez là. Un petit mot, Vincent Garel. Alors, il devrait y avoir une mise en scène pour la signature des contrats, mais là, l'intendance, je ne suis pas un grand spécialiste. Donc, juste pour, après cette intervention attendue et très intéressante, vous dire que ici, en Occitanie, auprès de l'ensemble des partenaires que vous avez ici, nous accompagnons, nous souscrivons, nous soutenons les stratégies et nous partageons les stratégies que vous venez d'évoquer. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, nous sommes partenaires sur beaucoup de projets déjà ensemble. Et puis vous dire, chère Caroline, que depuis que... Enfin, on me dit ça, moi j'ai pas une antériorité touristique très importante, mais on me dit que depuis que vous êtes directrice générale d'Atout France, nos relations n'ont jamais été aussi bonnes entre l'Occitanie et Atout France, des relations de confiance, de loyauté, de franchise, de travail, de partenariat. Et ces relations de partenariat, elles conduisent aujourd'hui, donc vous voyez que c'est en train de se mettre en scène, hein, voilà. Je vais essayer de cacher à mesure. Ah non, il faut que je parte de là, pardon, bon, voilà. Donc, je n'avais pas bien révisé, et donc elles vont aboutir à la signature de ces 8 contrats de destination dont vous venez de le dire, c'est l'expression d'un travail collectif, partenarial, parfois difficile, hein, mais ce qui compte, c'est que nous soyons arrivés au bout. Alors il y a même des nappes et tout, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ils savent tout faire, les gens du CRT, en fait, c'est ça. Alors, oui, pardon. Allez-y, Caroline. Peut-être dire un mot, effectivement, je le mentionnais rapidement tout à l'heure en disant que ces contrats destination sur le volet marketing, ils permettent notamment de mettre l'accent sur des destinations que nous voulons faire monter en visibilité, en désirabilité, vue des voyageurs. Donc c'est un des aspects, bien sûr. Mais il y a également dans ces actions, dans ces contrats de destination, des actions en matière de coopération sur les données, sur les études, et également de la coopération en termes d'accompagnement des acteurs, notamment sur le volet de transformation durable. Oui, bonjour à tous. Juste pour le temps que la mise en scène se termine, vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On va commencer par signer le contrat cadre entre Atout France, le CRTL et la région Occitanie. Dans un second temps, on va signer contrat par contrat avec la petite demande supplémentaire que je vous fais. Quand vous avez signé votre part, vous restez sur la scène pour qu'on puisse faire une photo de groupe, contrat par contrat. Voilà, en vous remerciant. Alors, on a beaucoup de personnes qui vont être appelées, mais pour les autres, celles qui ne sont pas appelées, hein, comme on est dans le timing, vous pouvez aussi aller déjeuner si vous n'êtes pas sur la photo, il n'y a pas de souci. Donc, voilà la liste un peu longue des personnes qui doivent être présentes. Alors, vas-y. Donc, dans un premier temps, j'invite Carole Le Boucher, Vincent Garel et Muriel Abadi, respectivement président du CRTL, directrice générale d'Atout France, et Muriel Abadi, vice-présidente de la région Occitanie en charge du tourisme, des loisirs et du thermalisme. Juste pour meubler, parce que bon là, un peu statique. Moi je voudrais appeler Benoît Milkamps, voilà, s'il te plaît Benoît, parce que voilà, ça se fait pas tout seul, et Vincent y a fait référence. Il y a une personne au CRT qui coordonne l'ensemble des contrats de destination. Je pense que vous avez tous eu affaire à Benoît
à un moment ou à un autre dans la préparation de ces contrats. Et si voilà, on est présent aujourd'hui, si on est à l'heure par rapport à ces convergences, voilà, c'est par rapport au travail de Benoît que vous avez applaudi. Donc je vous remercie pour lui de ces remerciements, parce que je vous promets que ce n'est pas un travail facile. Il y a toujours un logo, il y a toujours un truc qui ne va pas. Bon. Et puis il y a toujours une phrase à rajouter. Voilà, c'est Benoît qui a coordonné l'ensemble de ces contrats. Et au nom de l'ensemble de ceux qui le signent, je le remercie de sa patience et de son efficacité. Merci. Donc après, on va passer au contrat littoral de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et je vais, dès qu'on aura... Donc le premier signataire qui n'est pas encore à la table sera Didier Aldebert pour l'Aude. Ils ont déjà le fil. Je vous rappelle que vous avez le filage pour vous préparer. Donc nous aurons après la DTR du Gard avec Pascal Fortuna Deschamps. L'ADT de l'Hérault, Michel Cassard. Mais je crois qu'elle sera représentée par Pascal Schmitt. Nous aurons également pour l'ADT Pyrénées-Orientales Haute-Vives, je ne l'ai pas vu. L'archipel de Thau, François Comène, est représenté par Joliette Coste. Argelès-sur-Mer sera représenté par Antoine Parra. Ah, donc pour Argelès, il représentera Antoine Parra, c'est Julie Sens. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais souligner également le caractère important de ces signatures, puisque nous avons besoin de continuer à développer ces politiques territoriales et grâce à ces contrats, nous allons pouvoir continuer à les développer. Et je tenais également, au même titre que Vincent, souligner la parfaite collaboration avec Caroline Leboucher. Et je sais que également, depuis que vous êtes directrice générale d'Atout France, les relations avec la région Occitanie sont excellentes et que c'est grâce à ce travail collectif qu'aujourd'hui nous sommes là. Voilà, je tenais à souligner à Caroline Leboucher cette petite parenthèse. C'est bon? Donc on en est au littoral. J'appelle les personnes que j'ai déjà appelées à venir nous rejoindre. J'enchaîne avec Bagnoul-sur-Mer, Anne Morand. Également Béziers-Méditerranée, Robert Ménard, représenté par Jean Muller. Collioure, Guy Liobet.
La Grande Motte, monsieur Stéphane Rossignol, qui part là-bas. Pour Gruissant, Didier Codorniou, représenté par Jean-Claude Méric. Nous avons également le Cap d'Agde, Gilles Détor, peut-être représenté par Christian Vez. La Domitienne, Mélanie Sorini. Le Gros du Roi, Robert Crost, représenté par Maude Ubidos. Le CAT, Michel Pi. Moguio Carnon, Lucien Belaine. Côte du Midi, Bertrand Malquier, représenté par Serge Wabian. Palavas-les-Flots, Christian Jean-Jean.